Bonjour, Alain Bouvier. Je suis le Product Manager Thaïlande pour eAsia et eAsia Thaïlande. Et évidemment, je suis basé à Bangkok depuis de très nombreuses années. Je vais vous présenter donc la Thaïlande, mais avant de vous présenter la Thaïlande, je voudrais vous présenter une personne très importante, qui est notre directrice commerciale pour la France et les pays francophones, on va dire, Annabelle Devillers. Merci Alain. Alors je me présente, je suis Annabelle, directrice commerciale de la France et des marchés européens francophones chez Easy Travel. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la Thaïlande en compagnie d'Alain. Alors pour vous présenter rapidement la société, Easy Travel est un DMC francophone qui existe depuis une vingtaine d'années. On a été fondé en l'an 2000. On opère 5 destinations, donc le Vietnam, le Laos, le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande. Nous sommes spécialisés en B2B, on s'adresse uniquement aux professionnels du tourisme. Et en termes de valeurs, on a toujours eu à cœur de promouvoir aussi bien la richesse des cultures que la diversité des paysages, avec un gros focus sur l'humain depuis le départ, puisque initialement, on parlait de rencontres au bout de l'horizon. C'est ce qui a drivé la création d'Easy Travel à l'origine. Alors, donc, un petit récap des destinations que l'on opère et des différents bureaux dont on dispose. Donc, sur la Thaïlande, c'est un petit peu notre dernier né, notre petit bébé, ouvert en 2015. On a aujourd'hui 3 bureaux en Thaïlande, à Bangkok évidemment, à Chiang Mai, et tout dernièrement, nous avons ouvert le bureau de Phuket pour avoir une implantation dans le sud. En termes de chiffres clés, donc, comme on disait, les 5 destinations qu'on opère, 23 bureaux dans le monde. On fait voyager environ 50 000 personnes par an et nous sommes à ce stade 436 personnes dans la société, en espérant que ça évolue encore davantage. En termes de gamme, on va vraiment s'adresser à un spectre assez large de demandes. On va aussi bien pouvoir réaliser des devis sur mesure à la carte pour la clientèle individuelle, tout comme les groupes également, les groupes ad hoc. On a évidemment des départs garantis, on gère aussi des séries privatives pour certains tours opérateurs. Et on décline aussi bien donc cette marque loisir que 3 autres marques, donc la marque Incentive, la marque Luxe et la marque Active. La marque Active, on va être aussi bien sur du voyage un peu sportif que sur du voyage en immersion. Alors, nos points forts chez Isia, je dirais que ça se structure autour de 3 points. Une grande exigence de qualité et de service client. Les équipes qui vont venir contrôler la satisfaction, etc. des clients sont toutes basées à destination et font un suivi très précis. La production, c'est également un grand point fort chez nous, la créativité, les produits qu'on opère en propre. Il faut savoir que sur chaque bureau dont on dispose, on a un responsable de production, des produits qui sont dédiés donc localement, et on dispose aussi de produits signature, qui sont des produits que nous avons opérés, montés nous-mêmes et qui ne sont pas revendus chez d'autres DMC. En termes de contact, on va dire, on a aussi une implication dans chacun de nos marchés, puisque moi, je m'occupe du marché français, je suis basée sur place en France. Vos équipes de vente seront francophones et donc il y a vraiment des grandes facilités aussi bien pour nous joindre que pour vous répondre. En termes d'implication et de valeurs, l'éco-responsabilité, la durabilité sont des valeurs très fortes chez nous. Nous sommes le seul DMC en Asie du Sud-Est qui soit certifié Travel Life sur l'ensemble de ses destinations. On est également certifié Child Safe afin de garantir un tourisme respectueux du droit des enfants. Et évidemment, depuis quelques années, nous soutenons l'opération Refill Not Landfill afin d'éviter la surconsommation de plastique et de proposer des gourdes aux clients avec de l'eau qui est filtrée, qu'on peut régulièrement recharger afin d'éviter toute cette pollution toxique liée au tourisme. Je vais maintenant repasser la parole à Alain. Donc Alain, à toi l'antenne. C'est parti pour quelques informations sur la Thaïlande. Oui, merci Annabelle. Donc la Thaïlande, si vous regardez un petit peu la carte, déjà ça a une allure on dit ici en Thaïlande, de tête d'éléphant, qui est l'animal symbole de la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 grosses oreilles en haut et puis il y a une longue trompe qui descend jusqu'à la Malaisie.
On est à peu près même superficie que la France, 513 000 km² pour 555 000 pour la France. Notre plus haut sommet, c'est le Doi Inthanon qui est de 2565. Il y a 71 millions d'habitants en Thaïlande à peu près maintenant. 47% de la population est rurale et elle se trouve surtout dans les régions, vous voyez, tout le nord de la Thaïlande, le nord-est de la Thaïlande et le centre, qui correspondent aux régions en fait où il y a la culture du riz. C'est vraiment là où on cultive le plus de riz. Donc c'est là où il y a encore le plus besoin de main-d'œuvre rurale. Et donc, où on a encore le plus de villages. Le tourisme emploie près de 20% de personnes. Mais attention, ça veut dire évidemment indirect et direct, bien évidemment. C'est pas uniquement direct, mais c'est quand même énorme. Sachez qu'en 2019, on a eu 40 millions de visiteurs et en 2023, évidemment, bon, on reprend avec le Covid, c'est 28 millions. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal. On a à l'ouest la mer Andaman et vous voyez, ça fait comme une boucle au sud de la Thaïlande, une boucle entre la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge de l'autre côté. C'est le golfe de Siam. Donc on a deux grandes possibilités, deux grandes ouvertures maritimes. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer aux histoires de saison, un peu pour le temps, n'est-ce pas? Voilà. Les saisons, il y en a plusieurs en fait en Thaïlande et surtout elles changent suivant les endroits. Donc vous voyez, si on prend janvier, février, là il fait beau et chaud de partout, on peut dire. Et mars, avril, on a des mercures qui montent très haut. C'est la période la plus chaude, la plus sèche et la plus chaude. Et puis à partir de mai et juin, on a les premiers orages qui se font sentir un petit peu de partout. Et puis ensuite, juillet, août, septembre, si vous regardez, eh bien on a les orages évidemment dans tout ce qui est le pays, le nord, le centre du pays, etc. Par contre, et dans le sud, bien évidemment, c'est-à-dire toute la partie qui est balnéaire, Phuket, Krabi, etc. Par contre, vous voyez dans le golfe de Thaïlande, il y a des soleils. Alors, quand je parle du golfe de Thaïlande avec les soleils, c'est la région de Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. Il faut savoir que ces régions-là, justement, il fait beau l'été puisque la mousson arrive plus tard. Et elle arrive, regardez les dates, elle arrive à partir de fin septembre, début octobre, justement, dans le golfe de Thaïlande. Donc, pour ce qui est Koh Samui et sa région. Et le moment où c'est le plus fort, c'est novembre-décembre. Alors que pour le reste de la Thaïlande, ça s'arrête justement dans le nord, autour d'octobre et dans le centre aussi. Et pour les destinations balnéaires, c'est autour de jusqu'à novembre, on a encore des orages. Et puis après, de nouveau, c'est le beau temps. Et la mousson s'arrête fin janvier, fin décembre, début janvier, pour ce qui est de la région du golfe de Thaïlande, de la région de Koh Samui, voilà. Il fait toujours beau, toujours chaud, donc on peut venir à n'importe quelle période de l'année, on trouvera toujours du soleil quelque part. C'est ce qui est merveilleux. Ensuite, on va passer aux histoires de visa. Bon, là, c'est simple. Maintenant, je crois qu'on est à 92 ou 93 pays, excusez-moi, je suis pas tout à fait sûr du 1 en plus, qui n'ont pas besoin de visa, donc qui ont le droit de rentrer avec 60 jours, avec un tampon à l'arrivée. Et puis, on peut encore faire prolonger de 30 jours ce visa. C'est-à-dire qu'en tout, on peut rester 90 jours en Thaïlande sans aucun visa pour 90 pays, c'est-à-dire la grosse majorité des pays européens, plus pas mal de pays évidemment d'Asie, de pays d'Amérique du Nord, même d'Amérique du Sud et quelques pays africains aussi. Donc ça, c'est pour les visas. Donc on a une politique extrêmement libérale. Les 10 bonnes raisons de visiter la Thaïlande. D'abord, c'est que la Thaïlande, c'est un pays effectivement qui a tellement à offrir. C'est-à-dire qu'on trouve tout pour tout le monde. Vous avez envie simplement de soleil et de balnéaire, vous l'avez. Vous avez envie de culture uniquement ou de mélange de culture, vous l'avez. Vous avez envie de paysages extraordinaires, vous les avez. Que ce soit de la montagne, que ce soit de la mer, que ce soit de la forêt, que ce soit de la forêt primaire, que ce soit des parcs nationaux, que ce soit, etc. Vous les avez. Vous avez besoin de campagne, d'aller visiter les villages, vous les avez. Vous avez envie d'être là pour étudier la cuisine, vous
vous pouvez avoir la cuisine à étudier, à déguster dans tous les sens du terme. Vous avez envie de parler le thaï, vous pouvez très bien aussi faire des stages à l'université pour apprendre le thaï. Vous avez envie de faire du sport et donc la boxe thaï qui est devenue extrêmement populaire, vous l'avez aussi. Donc on a grosso modo à peu près tout suivant les régions. On a une énorme possibilité qui vraiment peut convenir à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde trouvera quelque chose en Thaïlande qui lui plaît. Et s'il y a des dingues de shopping, il y aura aussi, alors là, on peut effectivement devenir complètement addict du shopping, tellement il y a de marchés, tellement il y a de centres commerciaux, tellement il y a de petits magasins de partout, des choses pas chères du tout jusqu'aux choses absolument très chères. Et puis, bien évidemment, de l'artisanat et du très beau artisanat. Et je pense spécifiquement, par exemple, aux soirées qui sont tissées à la main. Donc ça, c'est le pays qui a beaucoup à offrir. Ensuite, on passe aux Thaïlandais. Qui sont-ils? Les Thaïlandais, si vous voulez, ils sont pas, c'est pas une population unique, etc. Les Thaïlandais, d'abord, il faut savoir qu'ils sont extrêmement tolérants. Donc ça, c'est une chose qui est quand même très importante, extrêmement souriant aussi. C'est peut-être pour ça qu'on parle de la Thaïlande comme le pays du sourire. C'est vrai qu'ils sont vraiment bienveillants avec tout le monde. Ils vous souhaitent toujours la bienvenue. Et puis ils sont multiples parce que dans le nord, vous avez ce qu'on appelle les Shan, c'est-à-dire ceux qui touchent la Birmanie. Vous avez aussi toutes les minorités qui sont venues, éventuellement certaines de Birmanie ou du Laos au 18e, 19e et 20e siècle, mais aussi du Yunnan, c'est-à-dire le sud-ouest de la Chine, qui sont les cousins des Thaïs. Vous avez tout le centre de la Thaïlande, qui est la culture thaï par excellence, la culture classique thaï. Tout le nord-est, de la Thaïlande, qui représente un tiers du pays, où là vous avez des gens qui sont d'origine laotienne, où la langue est d'origine laotienne ou très proche du laotien, idem pour la culture, et le sud de l'Isan où ça va être une culture très khmer. Et quand vous descendez dans le sud, vous avez une culture très mélangée où au départ, on avait de l'hindouisme, on avait aussi des musulmans, on a toujours beaucoup de musulmans dans le sud, etc. On a des cultures différentes, on a des cuisines différentes, etc. Donc c'est vraiment les Thaïlandais, ça n'est pas un Thaï comme ça dans son ensemble, mais c'est une multitude de Thaïs, on pourrait dire. Et puis, après les Thaïlandais, donc, on arrive à la culture, évidemment, ce qui est, je vous l'ai dit, beaucoup de Thaïlandais divers, de diverses origines. On a une culture en kaléidoscope, forcément. Quand vous voyez à gauche, par exemple, ça, c'est une fête. C'est la fête, c'est le Nouvel An Lissou, par exemple, une des minorités qu'on trouve dans le Nord, qui sont reconnaissables leurs vêtements très colorés. On a une culture en kaléidoscope parce que vous voyez la photo à droite, par exemple, c'est une dame qui est une musulmane qui, elle, est dans le sud du pays et qui est entourée de sa fameuse pâte de curry, vu que le curry est très populaire là-bas. Vous avez là aussi une dame au-dessus qui, elle pourrait être tout à fait de Bangkok et qui vend ses brochettes, etc. On a donc un ensemble de cultures qui se sont, et c'est ça le génie en fait de la Thaïlande, c'est que la Thaïlande n'a jamais est le seul pays d'Asie du Sud-Est, je dis bien du Sud-Est, à ne jamais avoir été colonisé parce que la Thaïlande est une éponge. La Thaïlande, elle attire à elle et elle digère en fait les différentes cultures pour en ressortir une culture absolument unique qu'elle fédère autour du nom Thaïlande, autour d'une identité thaï. Et c'est ça le génie de la Thaïlande, justement, c'est d'avoir des gens, d'avoir des régions, d'avoir des cultures assez différentes, puisqu'il y a aussi les Chinois qui sont venus, alors là, depuis des centaines d'années, mais des grosses vagues d'immigration au 19e. Vous avez eu aussi des Portugais, même au 17e, 18e siècle, qui sont restés là, donc avec certaines descendances. Ils ont accepté aussi, évidemment, pendant les guerres d'Indochine, les années 50-60, des Vietnamiens, des Khmers et des Laotiens qui se sont aussi en partie fondus dans la population en amenant eux aussi une partie de leur culture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait unique et on pourrait dire c'est une culture qui est en fait 1000 cultures ensemble et c'est vraiment le vrai génie des Thaïs.
Et puis, après la culture, on va passer à la découverte, justement. Là, donc, on a un petit peu déparlé, mais effectivement, pour ceux qui veulent découvrir, et c'est ça, alors je vais le dire encore une fois, la Thaïlande, c'est le moins connu des pays d'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce que la Thaïlande, on connaît. On a fait quoi? On a fait 5 jours ou 7 jours. On est allé à Bangkok, à Ayutthaya, à Chiang Mai. Et alors, vous croyez connaître la Thaïlande parce que vous êtes allé à Paris et que vous avez fait un tour à Nice et à Cannes à côté? Non. Donc la Thaïlande, il y a 1000 choses à découvrir et justement, c'est ça. C'est ce qu'on vous propose justement, c'est qu'il y a 1000 choses, 1 million de choses qui ne sont pas offertes ou qui sont à découvrir ou qui sont peu offertes et les gens malheureusement s'obstinent toujours dans le même rail si vous voulez. Donc nous sommes là pour ça justement, pour vous faire découvrir des choses et parfois il ne faut pas faire des centaines de kilomètres ou aller se traîner sur les genoux au milieu des rochers pour trouver cela. Parfois, c'est juste à côté de la grande route comme ça, comme cette photo qui a été prise dans le centre de la Thaïlande. Je parlerai tout à l'heure à propos de ça. Donc, on a tout, on a tellement de choses à découvrir, que ce soit des parcs nationaux, des animaux. Vous savez que la Thaïlande, je vous l'ai parlé un petit peu avant, mais la Thaïlande est aussi très courue par les gens, les naturalistes, par les gens qui observent les oiseaux, parce que aussi bien dans le nord que dans le sud, on peut observer les oiseaux pendant 1 semaine, 2 semaines, et il y a des oiseaux extrêmement rares. Idem pour les parcs nationaux, pour les sanctuaires exactement même d'animaux, où on trouve encore les très rares léopards, on trouve des tigres, etc. Et on en voit parfois aussi. Donc voilà, il y a ça. Plus vous rajoutez tout ce qu'on peut faire au niveau des sports. J'ai cité la boxe thaï, mais on peut faire aussi du windsurf, etc., du kitesurf et tout le reste. Idem aussi, il y a un grand prix de moto en Thaïlande qui est peut-être pas connu des spécialistes, mais très connu de ceux qui aiment la moto. C'est à Buriram. On parlera tout à l'heure un peu plus tard. Et puis on va suivre donc après tellement à découvrir comme je vous le dis, on va continuer à découvrir d'autres facettes du pays. Voilà, c'est l'hébergement, puisque l'hébergement est un vrai produit en soi, c'est-à-dire que vous avez 1 million d'hébergements différents. Vous pouvez aller dans la petite guest house à Pai par exemple, qui est tout à fait dans le nord du pays, vers Mae Hong Son ou dans une guest house dans le quartier des Routards à Bangkok, comme vous pouvez aller sur des maisons flottantes dans le sud sur le lac Chao Lan, comme vous pouvez aller dans des boutiques hôtels très de style très Lana, très taille ancien du côté de Chiang Mai ou du côté de Chiang Rai, etc. Comme vous pouvez aller dans des hôtels qui sont absolument magnifiques, comme dans le sud, vous regardez la photo de gauche qui est le Sarojin par exemple à Khao Lak, avec des parcs magnifiques, des jardins magnifiques, ou les super hôtels de luxe comme le Mandarin Oriental que vous voyez là, et tous les grands groupes de luxe justement sont en Thaïlande, que ce soit Mandarin, que ce soit Four Seasons, que ce soit Aman, que ce soit Banyan Tree, etc., etc. Et il y a une raison pour ça. Donc, on a de la petite guest house qui ne coûte rien, et je dirais même plus chez l'habitant, la nuit chez l'habitant, puisqu'on a d'autres produits aussi, dont certains produits signature chez l'habitant, on dort chez l'habitant, jusqu'au super, super top hôtel, dont par exemple le Capella a été nommé meilleur hôtel du monde cette année par un magazine américain. Cuisine thaï, eh bien la cuisine, voilà, on y arrive. C'est une facette qui est très recherchée. La cuisine thaï est de plus en plus connue, ça on le sait. Il y a des chefs qui sont même très connus. Il y a des cuisines thaï qui sont diverses, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, suivant les régions. Dans le nord-est, on a des cuisines qui sont super fortes, comme la fameuse salade de papaye. Dans le sud, on va avoir des currys rouges qui vont vous enflammer littéralement. Dans le nord ou dans le nord-est aussi, on va avoir les fameuses saucisses de porc ou saucisses éventuellement de volaille, etc., etc. Et dans le sud, on va avoir plus aussi de cuisine avec du lait de coco, par exemple. Elle est très multiple, elle a subi plus différentes influences, comme l'influence chinoise, bien évidemment, mais elle reste très digeste, elle est extrêmement variée, elle est absolument délicieuse. Des fois, c'est vrai que elle est un
peu comme la culture thaï, c'est-à-dire un kaléidoscope où on a mis tout ensemble les choses et on a sont des épices, voyez, on a bien tapé comme ça au pilon pour en faire ressortir le goût. Donc, on a ça. On a des chefs qui seront très reconnus maintenant et qui font une cuisine un peu fusion, justement, entre taille et une certaine modernité. Donc, on a absolument tout et on a de plus en plus de gens qui recherchent justement ça, qui veulent aller déguster dans des restaurants qui ont été nommés par Michelin ou qui sont très connus et qui retiennent des tables qui viennent spécifiquement pour ça ou qui, on va dire que ça fait partie entière de leur programme que d'aller essayer différents restaurants gastronomiques thaï. Après la cuisine thaï, eh bien, c'est le nord au sud, puisque du nord au sud, on a quoi à peu près, je ne vais pas vous dire bêtises, mais plus de 1700 kilomètres. Hein. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts parce que ça dépend de ceux peut-être qui, je crois que c'est 1715 kilomètres du nord au sud, c'est-à-dire le nord qui touche le Laos et la Birmanie jusqu'au sud qui touche la Malaisie. Et on a des voyages très différents, c'est-à-dire qu'on a d'un climat qui est subtropical, on va à un climat subéquatorial, c'est-à-dire faune et flore en même temps. On passe par évidemment des montagnes, des collines, des vallées dans le nord, beaucoup. Et puis, ça s'agit après dans les plaines où là on va avoir beaucoup une culture de riz comme je vous le disais, mais aussi beaucoup de palmiers, de cocotiers, etc. Et le sud, on passe dans une autre version de la Thaïlande, qui est celle d'une version beaucoup plus humide, c'est-à-dire où il y a plus de pluie, parce qu'on se rapproche justement de l'équateur, qu'on va toucher la Malaisie et que la Malaisie n'est pas loin de l'équateur, n'est-ce pas? Donc on va avoir de la forêt primaire et on va avoir aussi une flore qui est différente et on va avoir, disons, dans le sud, alors que dans le nord, ça peut un peu devenir jaune au niveau des feuilles, des forêts, etc. Dans le sud, c'est toujours très vert. Voilà. Donc, on a une possibilité incroyable, sans évidemment oublier le grand plateau de Lissan qui est au nord-est, qui est, lui, couvert de rizières l'été absolument magnifique et qui, après ça, devient un plateau plus ou moins aride, mais où on a encore beaucoup d'autres cultures, des cultures maraîchères, etc. et évidemment beaucoup d'artisanat dans cette région. Donc, c'est plusieurs voyages en un seul et il faut faire plusieurs voyages de toute façon. Voyager le cœur léger, pourquoi? Parce que souvent, les gens disent « Ah, ils ont un petit peu peur ». Vous savez, bon, on n'a pas peur de la Thaïlande. On sait bien que la Thaïlande, c'est un pays super safe. Il y a, grosso modo, il y a aucun problème. Et c'est là ce qui est un pays merveilleux, c'est que c'est un des rares pays où les femmes peuvent voyager seules, sans aucun problème, sans aucune angoisse et où n'importe quel touriste peut se balader tranquillement. Évidemment, si vous êtes complètement saoul et que vous commencez à être agressif envers des Thaïs ou autres, ça n'ira peut-être pas, mais autrement, si vous êtes dans un élément totalement normal, tout va bien se passer et les Thaïs sont vraiment très agréables. Donc, voyager le cœur léger, c'est une chose parce qu'on n'a pas à s'en faire et puis surtout aussi parce que la Thaïlande, et ça, c'est le côté justement dit des fois, ah, mais la Thaïlande, c'est trop développé. C'est jamais trop développé. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voyager le cœur léger parce qu'on a ici tout un appareillage médical, on va dire, on a des grands hôpitaux internationaux et on a des hôpitaux qui sont au niveau de l'Europe et je dirais même pour certains qui sont vraiment au-dessus de l'Europe avec des médecins qui sont aussi top et on n'a pas besoin de prendre de rendez-vous 2 semaines ou 3 semaines à l'avant. On va directement à l'hôpital et 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment, voyez-vous, on peut voyager vraiment le cœur léger, effectivement. Donc, c'est une réponse à toutes les angoisses qu'on peut avoir. Comment se déplacer en Thaïlande? Évidemment, on a 1000 façons de voyager. On a le train, bien évidemment, sur les grands axes routiers. Un qui va jusqu'au Laos, un autre qui va au nord du Laos, Vientiane, l'autre à l'est du Laos, dans le sud, un autre qui va sur Chiang Mai, etc. On a aussi des bus qui quadrillent complètement le pays. On a des bus qui font des bus de nuit, hein, qui donc font les grands axes routiers comme
ça avec des sièges extrêmement confortables. On a évidemment les minivans qui font les petites les petits endroits d'une ville à une autre, pas très loin, etc., ou la banlieue de Bangkok, etc. On a bien évidemment le métro à Bangkok, qui est le métro aérien, comme vous voyez aussi, mais aussi le métro souterrain. On a le tuk-tuk, bien évidemment. On a aussi le vélo. On peut faire du vélo à Bangkok. Oui, il y a des endroits, et surtout, par exemple, dans les parcs, on en voit, mais aussi même dans certaines rues de Bangkok, et on a des excursions pour ça. Et on fait beaucoup de vélo, par exemple, dans le nord, dans la campagne dans le nord ou dans le centre-nord du pays, par exemple. Donc, on a beaucoup de manières pour se déplacer. Bien évidemment, l'avion, parce qu'on a quand même des grands aéroports internationaux, juste Bangkok, Krabi, Chiang Mai, Phuket, Hatay, et puis on a beaucoup d'aéroports intérieurs et également les bateaux qui font les navettes avec les îles, les grosses îles, les petites îles, etc. Donc, on a absolument tout sous la main. On peut se déplacer comme on veut. C'est un véritable rêve. Tout est facile. Après, quand on se déplace, eh bien, à force pour se déplacer, pour faire tout ça, pour voir tout ça, on a besoin d'une équipe de passionnés. Et l'équipe, elle est vraiment passionnée. Elle est multilingue et elle est multiculturelle. Multilingue, pourquoi? Parce que tout le monde parle au moins un minimum de langues, c'est-à-dire pour ceux qui sont thaï, le thaï, l'anglais, et puis il y a ceux qui parlent le thaï, l'anglais et le français, puisqu'on a une équipe francophone assez importante. On a aussi une équipe basée en Birmanie qui parle certains l'anglais uniquement, d'autres le français, d'autres même l'allemand. On a des gens donc qui parlent aussi, qui sont germanophones. On a au bureau des gens qui sont aussi non seulement germanophones, mais italiens, qui parlent l'italien, qui parlent l'espagnol. On a évidemment le thaï, comme je vous l'ai dit. Donc on a ça, c'est multilingue et c'est en même temps multiculturel puisqu'on a aussi bien des Thaïs que des Vietnamiens éventuellement qui travaillent en collaboration avec nous, des Birmans en collaboration avec nous, des Français, des Italiens, etc., etc. Donc tout ça forme un creuset et tout le monde amène son petit dû à eAsia Thaïlande et fait qu'on ait une sorte de grande famille comme ça, mais qu'on amène chacun des idées, des nouveautés et des sensations aussi que d'autres n'auraient peut-être pas pensé au départ. Alors, les produits, justement, puisque moi, je vous ai dit, la Thaïlande, vous n'avez rien vu, grosso modo, ou disons, la plupart des gens n'ont rien vu. Donc, regardez bien cette carte, voilà. Ça, c'est la carte, ça ressemble à un éléphant, les deux grosses oreilles d'éléphant en haut, et puis à gauche et en haut à droite, et la trompe qui descend jusqu'à la Malaisie. Donc, vous allez avoir Bangkok, que vous pouvez voir sur la carte, et vous remontez un petit peu, vous aurez d'abord la région de Uthai Thani, dont on va parler après. On va parler ensuite d'un point qui est la région au nord de Chiang Mai, pour un produit qui est vraiment très signature, très particulier, qui nous appartient complètement. Et puis ensuite, on ira à droite, à l'est de Chiang Mai pour aller dans la région de Loi qui touche le Laos. Et puis on descendra un petit peu et on ira, donc ça fait partie de l'Isan. On ira dans la partie sud de l'Isan qui touche le Cambodge. Et puis on descendra dans le sud pour aller du côté juste au nord de Phuket, mais sur le continent, dans la région de Khao Sok. On ira sur la côte est, justement, au sud vous voyez, du golfe de Thaïlande, donc la côte est, où on va avoir la région de Patalung, de Nakhon Si Thammarat, etc. Et puis sans oublier aussi quand même une petite île qui est, parce que ça fait partie des îles qui sont dans le golfe de Siam, mais au nord, c'est-à-dire qui vont toucher le Cambodge, et c'est l'île de Komoot, qui est qui est peu connue, mais qui est une pure merveille. Voilà, donc on va maintenant vous expliquer un petit peu Uthai Thani. Uthai Thani, peu de gens connaissent et pourtant c'est sur la route entre Bangkok et Chiang Mai. Je dirais même plus, c'est entre Ayutthaya et Sukhothai. Sauf que il faut pas prendre l'autoroute. Moi, j'aime pas prendre l'autoroute. J'aime pas croiser des autocars. J'aime pas que nos clients ils croisent des autocars. Donc on bifurque comme ça à gauche et après Ayutthaya, on pourrait même s'arrêter dans un marché qui est absolument magnifique, qui a même été classé, qui a un marché de plus de 100 ans en bois, qui
s'appelle le marché de Samchouk, qui est une merveille. Et puis, on continue un petit peu au nord et la petite ville de Uthai Thani, vous allez voir encore c'est très rare, une très jolie rivière, la rivière Sakekreng, avec les maisons flottantes et leurs jardins flottants. Les gens qui sont sur leur jardin, enfin au bord des jardins ou dans leur petite barque en train de ramasser. On a des temples aussi évidemment très connus, dont le fameux temple là qui est complètement délirant, le Wat Tasuk, qui est recouvert de milliers de miroirs complets où les gens viennent méditer. On a une merveille de la nature qui est à 45 minutes à peu près du centre de Uthai Thani, qui est Upathat, qui est une sorte de grotte. Enfin, c'est pas une sorte, c'est une grotte. On a une forêt, on grimpe un petit peu quelques marches et on se retrouve dans un tunnel, une grotte. Et tout d'un coup, on se retrouve, c'est une grotte dont le plafond s'est effondré il y a des milliers d'années et on a des plantes sauvages, des arbres rares, des fougères géantes qui se sont mis à pousser comme ça et c'est tout à fait extraordinaire. Et puis cette région Uthai Thani, elle abrite aussi un sanctuaire d'animaux qui est extrêmement renommé, qui est couplé avec Kanchanaburi justement, et c'est un sanctuaire qui est peu connu des gens, mais qui est très connu des spécialistes et des naturalistes, où on trouve non seulement beaucoup d'oiseaux, mais on trouve surtout des animaux très rares, tigres, léopards, ours, éléphants, etc., etc. Donc ça, c'est pour Uthai Thani. Et à la place de faire courir vos clients d'un endroit à un autre comme ça sur les autoroutes et autres, passez à Uthai Thani. Entre Ayutthaya, Sukhothai, ça fera une super journée. Je dirais même mieux, arrêtez-vous à Uthai Thani, dormez à Uthai Thani. Il y a un super joli petit hôtel, un boutique hôtel qui est une ancienne école qui a été rénovée complètement, changé en hôtel. Ça vaut vraiment le coup. Et aller traîner sur le marché, soit le marché du soir, soit le marché du matin, etc. Et prenez le temps, parce que ça aussi, ça fait partie de nos voyages. C'est le slow travel, comme on les appelle. Prenez le temps de visiter. Arrêtez de tout vouloir voir en une semaine. Vous savez que c'est pas possible de toute façon. Donc, voyez mieux. Et si vous voulez rencontrer des gens, eh ben, c'est le moment, parce que c'est pas en courant d'un endroit à un autre que vous allez rencontrer des gens, que vous allez partager avec eux. Mais c'est aller en vous posant le derrière sur l'asphalte, sur un marché comme ça, en dégustant un snack que vous allez partager avec eux, et entre autres sur les marchés, pourquoi pas, d'Uthai Thani. Ensuite, après Uthai Thani, on remonte donc et on monte au nord de Chiang Mai, une centaine de kilomètres au nord de Chiang Mai. Là, c'est un produit qui est un produit totalement signature qui n'appartient qu'à Asia. Ce n'est pas un village de touristes, on vous le dit tout de suite. Là, l'expérience, ça peut se faire en une journée, mais le mieux, c'est il faut vraiment dormir une nuit là-bas. C'est le village Aka. Les gens du coin travaillent avant tout les plantations de café. Donc, ce que vous allez faire quand vous allez monter là-haut, d'abord, il faut y aller en minivan. Depuis Chiang Mai, c'est un petit peu loin, c'est une centaine de kilomètres. Et après, vous allez prendre un 4x4 pour grimper dans la montagne. Donc, vous voyez, il y a peu de chances que vous croisiez quelqu'un. Et puis ensuite, vous allez aller d'un village à un autre comme ça. Vous allez rencontrer les gens, vous allez partager leur culture, vous allez voir comment donc ils ramassent le café, vous allez voir comment ils font revenir le café, comment ils le grillent, etc. Vous allez voir donc leurs plantes, vous allez partager avec eux le dîner, vous allez partager avec eux une maison, enfin vous allez dormir dans une maison qui est très basique, mais c'est ça, vous êtes dans le vrai village Aka, qui n'est pas fait pour les touristes, encore une fois, c'est quelque chose de très spécial. Et puis n'oublions pas qu'on est en hauteur, vous allez avoir des vues fabuleuses sur les montagnes, sur les collines, des choses fabuleuses à voir. Et le lendemain, après le petit déjeuner, vous allez continuer votre visite de village et puis à un moment, vous allez redescendre comme ça par ces chemins de campagne au milieu des plantations, au milieu de la campagne, des forêts, etc. pendant à peu près 2 heures pour retrouver votre minivan et ensuite continuer, pourquoi pas, sur Chiang Rai ou retourner à Chiang Mai ou aller encore ailleurs dans la région de Chiang Mai et autres. C'est une expérience, vraiment une expérience à vivre et il faut peut-être mettre un peu son confort de côté, oui, mais ça vaut tellement le coup que vous serez ébloui de toute façon. Et ce produit-là,
vous ne trouverez pas ailleurs, parce que des produits avec les minorités, vous en voyez beaucoup, offerts par tout le monde. Ça, c'est uniquement IASIA, c'est une exclusivité. Nan, ça c'est aussi, c'est une région que j'adore, mais plus que j'adore, c'est tout à fait au nord. On est à l'est de Chiang Rai, on touche le Laos. Et Nan, c'est la belle oubliée, c'est la belle au bois dormant, elle est endormie. Et grosso modo, ça pourrait être Chiang Rai il y a 30 ans ou il y a 40 ans. En gros, c'est ça. Je parle pas de Chiang Mai, je parle de Chiang Rai. Voyez-vous? Parce que là, on a une culture déjà, on a la ville de Nan, il y a encore beaucoup de maisons en bois, de petites ruelles. On a des temples absolument incroyables, absolument magnifiques, qui sont d'architecture du Nord ou d'architecture même thaïlu, avec des influences thaïlu, des gens qui sont venus du Laos, etc. On a évidemment la vallée de Nan, mais on a aussi plusieurs vallées comme ça qui remontent. Donc, on a une minorité thaïlu qui tisse, qui cultive le tabac près des rivières, etc. On a, comme vous le voyez sur la photo, les rizières en terrasse. Et là, je connais certains endroits quand on va vers le Laos. Et ça, c'est une chose que je vous dis. Plutôt que d'aller au Laos, si vous avez envie de faire quelque chose d'original, plutôt que de passer Chiang Rai, Chiang Kong et de traverser à Hue Sai le pont, eh bien, vous passez de Nan au Laos pour aller à Pak Beng. Mais il faut avoir son visa avant. Et là, vous allez traverser des paysages absolument fabuleux. Donc, les rizières en terrasse, les forêts, etc. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez en pleine campagne, là où est la frontière. Vous avez encore les gens, donc, vous voyez, qui sont en train de battre le riz. Vous avez beaucoup, beaucoup de culture. Vous avez aussi de l'artisanat. Vous avez des plantations de cacao. Donc, vous pouvez faire un workshop. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire donc une séance où vous allez apprendre à faire du chocolat, etc., à le déguster. Et vous avez des petits hôtels comme ça en pleine nature. Vous avez aussi en pleine nature dans le nord, au milieu des montagnes, un petit village où on fait le sel, où le sel est puisé de terre comme ça, et on fait évaporer l'eau et autres. Quelque chose d'assez incroyable. De même qu'on a aussi des parcs nationaux qui sont absolument magnifiques. Où on a des points de vue aussi incroyables et une flore aussi qui est très très rare et qu'on trouve parfois uniquement à Nan dans le pays. Donc tout ça, sans oublier évidemment, voyez la rivière, là, ça c'est la rivière Nan. Les courses de bateaux. Venez à Nan pour voir les courses de bateaux. C'est la grande festivité autour de septembre, quelque chose comme ça. C'est absolument incroyable. À part ça, il y a plein d'autres fêtes qui vous laissent baba. Allez sur les marchés, là aussi, très tôt le matin. Allez-y le soir, vous allez rester baba. Nan, vous allez vous faire envoûter. Moi, j'ai été envoûté. La première fois, je vais vous dire, j'y suis allé. Je me suis réveillé le matin dans le brouillard et c'était Hitchcock, le film d'Hitchcock, les oiseaux. Il y avait des milliers d'oiseaux de partout. Et c'est les oiseaux qui m'ont envoûté. Et depuis, je suis envoûté par Nan. Alors, on va passer quand même à autre chose parce que je dois parler d'autres régions. Voilà. Une autre région que j'adore, c'est l'Isan, c'est le nord-est. Ça, c'est l'Isan du sud. Donc, ça, c'est tout le côté influence khmer qui est très peu connu aussi. Donc là, on peut très bien aussi passer. Il y a au moins 2 frontières où on peut passer au Cambodge par voie terrestre, c'est-à-dire par Buriram, et puis une autre frontière qui est celle de la province de Sisaket où côté cambodgien, on a An Long Veng. Et là, on a aussi, puisque c'est un ancien, ça faisait partie du royaume khmer il y a très très longtemps, donc on a des temples quand même qui datent les tout premiers autour du 6e, 7e siècle, donc ils sont très en ruine, mais sinon on a encore quand même pas mal de temples qui datent à partir du 10e, 11e, 12e siècle, etc., dont celui que vous voyez en bas à gauche, qui est le Panom Rum, qui est une pure merveille là aussi. Il est sur un ancien volcan, il y a une flanquée d'escalier, vous montez, c'est sublime. Et là, 2 fois par an, vous venez voir, il y a le soleil qui traverse tout le sanctuaire comme ça. C'est un sanctuaire shivaïte et qui vient frapper donc le sanctuaire en plein milieu et qui traverse d'un côté à l'autre comme ça. C'est assez étonnant. Avec aussi le Muang Tham qui est une pure merveille aussi, qui est en bas dans la vallée. Vous avez aussi les rizières. Alors là, allez-y au mois en plein été, c'est fabuleux parce que tout est très très vert, ou bien au mois de novembre pour les récoltes. Et puis les gens ont une telle gentillesse. Et puis une chose à savoir, là, c'est la soie.
la soie, vous savez que Jim Thompson, la fameuse soie de Jim Thompson, c'est dans cette région-là. Les fermes de Jim Thompson, c'est pas dans les boutiques de Bangkok. Ferme de Jim Thompson, c'est en Isan, c'est dans la région de Korat, donc qui n'est pas loin de Buriram. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à Buriram, puisque Phnom Rung et Mongtam font partie de la province de Buriram, il y a aussi le fameux moto le Grand Prix de moto à Buriram une fois par an, en octobre d'ailleurs, je crois. Donc là, il y a beaucoup à voir. Les gens sont d'une gentillesse extraordinaire et vous allez voir, les villages aussi sont très différents. Les maisons sont sur très haut pilotis. Donc après Phnom Rung et Isan, où là on peut passer, effectivement, on peut rejoindre le Laos. Il y a pas mal de choses à voir. Là, on va dans l'Isan du Nord et là c'est Loei justement. Hein. Loei, donc on touche le Mekong. Loei, il suit, enfin toute la province de Loei, elle suit le Mekong jusqu'à Nong Khai. Et quand on est à Nong Khai, on est à peu près en face de Vientiane, la capitale du Laos. Et tout le long, comme ça, on a des petits villages, on a des balcons sur le Mekong qui sont une pure merveille. Vous voyez, vous avez aussi des petits temples comme ça, avec les Nagas, comme ça, qui veillent sur le Mekong, avec des petits temples fabuleux, ou des temples qui sont sur des collines. Il y a aussi, on a construit même des sortes de petits ponts en verre, où on a l'impression d'être dans le vide, et on a des vues fabuleuses tout en bas sur le Mekong justement et le Laos, comme vous pouvez voir la photo par exemple en bas à droite. Vous avez Chiang Khan qui est un petit village qui est aussi avec encore beaucoup de maisons en bois, de petites guest house, etc. Vous avez Nong Khai avec un truc complètement délirant, c'est le Salaku, qui est le parc avec ses grandes sculptures délirantes faites par un moine. Donc, vous avez beaucoup de possibilités à vous balader en pleine campagne. C'est aussi une campagne qui est très riche. Vous avez aussi du tabac, vous avez beaucoup de fruits, vous avez aussi beaucoup de cultures maraîchères, bien évidemment. Vous avez aussi des endroits qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça, c'est aussi assez extraordinaire et c'est de nouveau slow life. Donc, profitez-en comme ça. Vraiment, il faut en profiter, vous allez voir. Et à dernière chose, à Nong Khai, il y a aussi chaque année, enfin tout près de Nong Khai, il y a le fameux festival Naga, c'est-à-dire le serpent qui est un serpent mythique, parce que vous avez réellement des boules comme ça, des sortes de boules de feu qui sortent du Mekong. On en compte quelques dizaines, quelques centaines, et c'est chaque année à peu près à la fin du carême bouddhiste, donc à peu près au mois d'octobre, et donc tous les gens viennent rendre hommage à ce fameux Naga, ce fameux Nak, le serpent mythique qui est dans les eaux profondes du Mekong. Donc, on pourrait vous parler beaucoup de l'Isan, qui est une région aussi que j'adore. Mais on va descendre dans le sud, là, et le grand sud. Là, on est juste au nord, on est sur le continent, mais au nord de Phuket. Donc, vous avez Khao Sok, qui est une région absolument fabuleuse, qui est très connue, évidemment, pour son parc national, extrêmement vert, avec de la forêt primaire. Donc là, on fait des treks à pied, quand je dis trek, oui, ça peut être un trek, comme ça peut être simplement une promenade, simplement à pied pour tout le monde, y compris pour les enfants. On peut faire du canoëing sur la rivière très tranquille aussi, où on passe avec de nouveau les berges de chaque côté qui sont totalement vertes, avec des animaux qu'on voit, les oiseaux, les singes qui sont pendus, des fois les serpents qui sont sur des branches attendant une victime à bouffer. C'est le vert, c'est la campagne, mais c'est surtout le climat et c'est la faune et la flore du sud. Comme on vous le disait tout à l'heure, ça devient complètement particulier et avec ces grands rochers karstiques que l'on retrouve à Krabi. Sauf que là, c'est surmultiplié, c'est un pur délire. Et évidemment, vous avez le fameux lac Cholan Lake, sur lequel, donc, il fait à peu près 65 km de long, puisque c'est au début, c'était un tout petit lac, mais ils ont fait un barrage. Et donc, il y a des méandres un peu de partout et on peut dormir sur ces fameux petits hôtels flottants, assez basiques, mais absolument fabuleux. Le lac est de couleur émeraude et vous avez ces montagnes qui tombent
à pic directement comme ça dans le lac. C'est incroyable. Et le soir ou au petit matin, vous aurez peut-être la chance de voir de la faune sauvage justement qui va boire, y compris la dernière fois où j'y étais, donc c'était début septembre, des éléphants sauvages. On peut aussi se balader, aller visiter des grottes, bien évidemment, hein, facile d'accès, où il faut marcher un petit peu plus. Dans la forêt, vous croiserez certainement des singes aussi, etc. Ça, c'est une balade. Alors, si vous le pouvez, dormez sur le lac. Par contre, moi, je ne recommande pas pour les jeunes enfants de dormir sur le lac parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, faites très attention. Il vaut mieux passer à ce moment-là la journée sur le lac et retourner dormir à Kaosok, au village qui est à 1 heure à peu près du lac seulement. Et sinon, si vous avez les grands enfants ou si vous y passez une nuit sur le lac, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais de toute façon, rien que la balade est totalement extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est juste bluffant. D'accord? Bluffant. Voilà. Ensuite, on va encore dans le sud. Sauf qu'on était tout à l'heure à l'ouest, donc on suivait la côte Andaman. Au nord de Phuket, on a Khao Lak, donc c'est cette destination balnéaire assez connue. Donc Khao Sok, c'est juste au nord de Khao Lak. Et là, par contre, on est sur la côte est et on va se retrouver donc dans la province de Nakhon Si Thammarat et la province de Pattanoong. Vous avez la province de Surat Thani et il y a un endroit qui s'appelle Donsak. C'est là où on prend les bateaux pour aller à Koh Samui. Juste en dessous de Donsak, mais vraiment tout à fait à quelques minutes en dessous, on est dans la province de Nakhon Si Thammarat et on arrive à Kanom. Kanom, fabuleux, des plages immenses. Imaginez, quasiment pas de touristes. Donc, on n'a pas de 5 étoiles, on n'a pas de 4 étoiles, mais on va avoir des bons 3 étoiles pour certains, pas trop de choix, mais superbe. C'est absolument fabuleux. Les gens ultra tranquilles, petit village, petite ville, etc. On va se balader en bateau avec pêcheurs. On a les falaises qui forment des millefeuilles qui sont complètement soulevées comme ça de terre. On a l'impression que c'était soulevé par des mouvements séismiques. On a des dauphins roses qui se baladent aussi dans le coin. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis, on a des points de vue, on a des grottes, etc. et autres. Et ça fait partie de la province de Nakhon Si Thammarat. Donc, on visite, mais aussi, moi, je vous propose d'y passer 2 ou 3 nuits tranquilles à Bulé. Et juste en dessous, on va rejoindre, donc, par la route côtière qui est très, très belle, la capitale de la province, qui est Nakhon Si Thammarat, qui est une très ancienne ville, puisque déjà au 7e siècle, 8e siècle, elle faisait partie d'un royaume hindouisé. Donc, on a pris la culture hindouiste, on a pris la culture bouddhiste, on a pris la culture après musulmane que les marchands arabes ont apporté, etc. Et on a un melting pot. Mais évidemment, à Nakhon Si Thammarat, c'est très, très bouddhiste. Et là, on a un temple très, très ancien qui est extrêmement vénéré, qui est assez fabuleux à voir. Et tout près de là, en descendant un petit peu sur l'ouest, on a la province de Pattaloong qui rejoint la province de Songkhla par un système de grands lacs et avec un immense pont aussi qui joint les deux provinces. Et là, c'est grosso modo la naissance du monde, si on peut dire. C'est-à-dire que le matin, vous allez partir avant le lever du jour. Vous avez ces lueurs justement, comme vous le voyez en haut, orange, violette, etc., avec les carrelets, qui ce qu'on appelle des yor dans le sud, ces fameux carrelets chinois où il faut grimper dessus, etc., pour remonter les filets avec les oiseaux qui attendent. Et on va partir en bateau. Et là, on commence à voir, le soleil qui se lève, le soleil qui est en train de couler comme de l'or sur le lac. Et puis on voit des buffles, on voit des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Là, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus d'oiseaux en Thaïlande, parce que c'est une énorme réserve naturelle en fait. C'est ce qu'on appelle une zone très marécageuse où il y a énormément d'oiseaux qui migrent l'hiver, donc de l'Asie du Nord, et puis certains évidemment qui vivent toute l'année. Et puis à partir grosso modo de janvier jusqu'au mois de juin, mais on m'a dit encore au mois de septembre, quelqu'un qui y est allé, qui avait elle avait vu les lotus et tout ça, tout d'un coup, on a des merglotus.
mer de lotus. Tout est rose, tout est rouge, etc. Et on traverse comme ça avec des zones de vert, avec des oiseaux de partout qui s'envolent devant vous, qui courent sur les feuilles flottantes, sur les marais, avec tout d'un coup des têtes de buffles qui sortent, avec les canaux et toujours les carrelets chinois. C'est un truc incroyable. Plus on a aussi l'artisanat du sud qui est fait souvent avec les feuilles séchées qu'on appelle le krachout. On fait des sacs avec, on trouve des sacs de plage très jolis. On fait des nattes, évidemment, qu'on trouve dans les maisons traditionnelles. On a aussi tout ce qui est poisson, donc les produits du lac, etc., qui sont séchés. Donc, on peut voir tout ça. Et puis, on a aussi quelques très intéressants marchés qui se déroulent le week-end. En plus, on a aussi des grottes, beaucoup de grottes dans le coin, donc que l'on peut visiter, etc. Donc, ça, on pourrait en parler très longtemps. On peut rejoindre après Trang, qui n'est pas loin, qui est à une heure de Talenoy, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum, de Patalung, 1 heure. Et là, à Trang, vous arrivez après au bord de la mer et vous allez sur les petites îles fabuleuses de ce côté-là, de la province de Trang. Mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, ça, très peu de gens connaissent encore. C'est très peu proposé. C'est vraiment une pure merveille, mais réellement une pure merveille. Ce que je conseille, le mieux, c'est minimum 2 nuits au bord du lac Talenoy. De toute façon, parce que le premier jour, vous arriverez en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, en milieu d'après-midi à Talenoy. Donc, tout le lendemain, vous visiterez, etc. Et sur le lendemain, vous repartirez. Mais si vous voulez vraiment le slow travel, allez-y, faites-vous plaisir. 3 nuits. Ensuite, après Patalung et Kanom, on va finir, puisque je crois que c'est la fin là. Donc là, j'avais envie de faire un petit détour plage, parce que c'est une île que j'aime particulièrement, c'est Koh Kout. Koh Kout, on est dans le golfe de Thaïlande, mais tout au nord du golfe, c'est-à-dire la route qui vous mène au Cambodge. On est tout près du Cambodge, dans le nord. Donc, si vous suivez après Pattaya, vous avez l'île de Koh Chang, vous avez la toute petite île de Koh Mak, et plus loin encore, vous avez l'île de Koh Kout. Sur l'île de Koh Kout, on a quelques hôtels assez luxueux, dont le fameux Sonevakiri, mais on a aussi des hôtels beaucoup moins chers. Et surtout, c'est une île extrêmement nature, avec des plages absolument incroyables. Et c'est une île qui est assez grande, c'est-à-dire que je sais plus, c'est la 4e ou la 5e île de Thaïlande. Je suis désolé de l'imprécision. Mais là, il y a encore parc national. On voit des singes des fois se chamailler dans les branches en passant sur les routes. Ce sont des toutes petites routes qui montent, qui descendent comme ça, qui tournent et autres. Les gens louent des scooters ou autres. C'est absolument fabuleux, rien que se balader comme ça, ou d'arriver dans un village de pêcheurs, ou aller dans la mangrove, faire du kayak sur la mangrove, etc. Ou aller faire aussi, il y a des gens évidemment qui vont faire du snorkeling, bien évidemment, et certains font aussi de la plongée dans le coin. C'est moins connu, mais il y a vraiment des centres de plongée, et tant mieux pour les gens. Et puis, vous avez vraiment une vie encore très, très, très traditionnelle, et surtout, les plages sont exceptionnelles. Et quand moi, j'étais au mois de mars, voyez, ça, c'était les photos à droite, en bas à droite. C'est une photo que j'ai prise au mois de mars. Voilà ce que ça donnait, c'est-à-dire en pleine haute saison sur la plage. Alors, à gauche, je mens un petit peu, il devait y avoir 3 personnes à gauche sur le reste de la plage. C'est des très longues plages comme ça, il y en a des plus petites et hautes. Et vous en avez pour toutes les bourses au niveau des prix. Je vous ai dit des hôtels luxueux au moins luxueux. Mais là, finir en beauté un voyage comme ça, c'est superbe, parce que c'est vraiment une très, très belle région, très nature, et je vous conseille fortement cette île avant qu'elle soit trop connue. Donc, profitez-en tout de suite. Koh Kout, c'est à déguster tout de suite. Comme tout ce que je vous ai montré là, ce sont encore beaucoup de points qui sont peu connus ou pas connus. Alors, allez-y, dégustez, faites comme avec la cuisine thaï, allez-y franco, et laissez baver les choses entre les babines, etc. Mais profitez-en, jouissez de la vie. Et c'est ça la Thaïlande. Ça n'est pas simplement Bangkok, Chiang Mai, Ayutthaya. C'est 1 million de choses. Là, on n'en a vu que 8. 1 million de choses.
Voilà. Donc, en gros, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, ça c'est contactez-nous. Donc, c'est le contact qu'on peut avoir, évidemment, si vous avez envie de nous contacter, ce que j'espère, pour la Thaïlande, pour notre bureau, évidemment. Et puis, donc, j'espère que vous serez intéressés et que ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit, mais surtout, laissez-vous aller et laissez-vous aller à de nouvelles expériences. Merci à tous. Merci à Annabelle. Et puis, merci à la régie, si on pourrait dire, pour la vidéo. Voilà. Merci à tout le monde et j'espère vous voir bientôt ou tout au moins avoir des contacts avec vous bientôt pour la Thaïlande.